Donc merci effectivement. Donc je m'appelle Teresa Colombi, je représente le quota d'étrangers pour la diversité et l'ouverture à l'international parce que je suis italienne. Effectivement, je dirige une société qui s'occupe uniquement, exclusivement de user experience. Donc est-ce que ce mot ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de expérience utilisateur? Lève la main ceux qui connaissent ce terme. Ah, ça fait plaisir. Il y a 10 ans, il y aurait eu 2 personnes, et il y a 5 ans, il y aurait eu 10 personnes, donc ça fait plaisir. Est-ce que vous avez déjà fait appel à des ergonomes? Ah là, par contre, un peu moins, hein, même beaucoup moins. Donc on va essayer de voir un peu ensemble ce que ça représente, cette discipline. Pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important, ce que ça apporte, parce que ça représente du temps et des coûts aussi. Ça peut éviter des échecs cuisants, mais il y a de la méthodologie à mettre en œuvre aussi. Donc on va voir quelques définitions sur le terme et sur l'historique qu'il y a derrière. Comment on arrive à créer une bonne expérience utilisateur? Moi, j'essaie de faire quelque chose de hyper concret avec plein de vrais exemples très terrain de ce qui marche et de ce qui marche pas pour faire une bonne expérience utilisateur. Quelques notions budgétaires parce que, on l'a vu, hein, l'argent c'est le nerf de la guerre et des use cases toujours pour terminer. Alors, le terme user experience, il y a à boire et à manger derrière. C'est très à la mode. Hein. Donc, si vous le connaissez, c'est peut-être aussi parce que tout le monde en parle et tout le monde en parle un petit peu à tort et à travers parce que ça veut tout dire et rien dire. Donc, je vous donne pas 36 000 visions des choses, je vous donne la mienne. Dans mes 20 minutes, je dis ce que je veux. Donc, je vous donne ma vision en moi. Vous pouvez en trouver d'autres ailleurs. Donc, pour moi, l'expérience utilisateur, c'est s'intéresser à 4 dimensions fondamentales. Mettre l'utilisateur au centre du dispositif, un numérique, quel qu'il soit. Et s'intéresser à la valeur ajoutée qu'on lui apporte. Est-ce que ce support, cette information, ce service, cette interface, elle lui est utile? Ça, c'est la base de la base. Est-ce que ce service et cette interface est utilisable? Est-ce que justement il arrive à naviguer correctement? Est-ce qu'il comprend les contenus? Est-ce qu'il trouve les boutons? Est-ce que le wording lui parle? Est-ce que ce service est accessible? Et notamment dans le cas du mobile, on peut avoir des problèmes de compatibilité technologique. Et je ne parle pas du volet encore accessibilité et handicap, qui est énorme et qui est de plus en plus important sur le web. Et puis, il y a un volet importantissime aussi, qui est la désirabilité. Est-ce qu'on a envie de se servir de ce support? Est-ce qu'on a envie de passer du temps sur cette interface? Donc, vous voyez, c'est relativement complexe. Il y a plein de volets, il y a plein de facettes à prendre en compte. Et elles vont toutes ensemble. Elles sont toutes interconnectées et elles contribuent toutes à créer une expérience utilisateur qui peut être très bonne ou qui peut être très mauvaise. Donc l'expérience utilisateur, c'est quelque chose de très large. Au jour d'aujourd'hui, quand on est par exemple comme la jeune fille en train d'acheter un ticket sur une borne à l'arrêt de tram, on a des choses qu'on entend, on a des choses qu'on voit sur la borne, mais des choses qu'on voit également sur son smartphone. On a des informations qui proviennent de avant, il y a des choses qui vont se passer derrière, après, il y a des choix à faire, il y a du bruit ambiant qui peut nous perturber. Bref, la user experience, c'est prendre en compte l'utilisateur, sa tâche et son contexte dans l'ensemble de ces facettes. Et ça peut être relativement compliqué et complexe de faire ça. Donc si c'est relativement compliqué, complexe et coûteux, pourquoi tout le monde s'y met? Pourquoi c'est si important? Pourquoi vous avez tous levé la main en disant oui, on a déjà entendu parler de user experience? Est-ce que c'est un effet de mode? Comme sur beaucoup d'autres termes et d'autres filons dans le web d'aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière de solide, de costaud et de durable? Et pour répondre à cette question, il suffit de faire un pas en arrière et regarder l'informatique et l'évolution de l'informatique, l'évolution des interfaces informatiques. Alors, je vous épargne le avant interface graphique, mais quand on regarde les interfaces graphiques, on se rend compte que on a fait beaucoup de routes, on a fait beaucoup de chemins. On est passé par des étapes où on avait des écrans qui étaient tout sauf intuitifs. Là, on n'a pas moins de 8 fenêtres imbriquées pour arriver à changer le code postal d'un client, par exemple. Même au niveau web grand public, où on pourrait se dire, là, ça devrait être relativement simple. Hein, là, je suis juste en train d'ajouter un bagage en soute en achetant un billet d'avion. On peut se retrouver devant des choses qui ne sont absolument pas compréhensibles pour le commun des mortels. Indiquer le nombre de bagages que vous souhaitez enregistrer. D'accord, donc là, je comprends que j'ai un bagage qui part. Et là, j'ai l'impression que mon bagage, il n'arrivera pas, sauf si je paye. Je sais pas trop ce qu'il faut faire là-dessus. Est-ce que je suis obligée de payer? Est-ce que le fait d'ajouter, c'est payant tout de suite? Ou est-ce qu'après, il y aura une autre étape? Enfin bref, on se prend le chou pour pas grand-chose. On est juste en train d'acheter un billet d'avion. Donc c'est dommage de perdre du temps sur des choses de ce type. Et puis, la charte graphique, parlons-en. On est passé par des époques où tout était bariolé, où tout était coloré, où on pensait que plus on en faisait, mieux c'était pour l'utilisateur final.
Et au passage, ce petit site-là qui a l'air artisanal, parce que vu comme ça, il a l'air vraiment artisanal, il a 2 millions de visiteurs et je ne sais pas combien de millions d'inscrits, quoi. Donc on est sur un mastodon de e-learning encore au jour d'aujourd'hui. Il est en ligne, vous pouvez le consulter au jour d'aujourd'hui. Et toujours dans l'évolution de l'informatique, une des dernières étapes remarquables a été l'arrivée des smartphones, qui étaient tout sauf smart. C'est-à-dire qu'un BlackBerry servait à téléphoner et à consulter discrètement ses emails si vraiment on était dans l'urgence professionnelle de le faire. Mais on prenait aucun plaisir à aller sur Internet, même si techniquement c'était faisable. C'était pénible, c'était fatigant, c'était pas agréable. On n'avait pas envie, justement. Il manquait tout le volet désirabilité, même si le volet utilité était là, clairement. Mais il manquait tout le volet utilisabilité, tout le volet désirabilité de ce genre d'outils. Et puis, il s'est passé quelque chose. Et ça a été une vraie révolution. Du point de vue d'un ergonome, voir ce genre de choses, ça a changé la face du marché de l'informatique. Parce que cet objet-là est un objet qui a une interface la plus basique et la plus simple et la plus culottée, si je peux me permettre le terme, possible. On était sur des supports où c'était la guerre à qui arrivait à caser le plus de boutons, et eux, ils s'amènent avec un machin, avec un seul bouton. Au début, on se foutait de leur gueule. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment on peut se servir correctement d'une interface alors qu'il y a un seul bouton ? Eh bien, ils y sont arrivés. Il y a des principes de design que je ne détaillerai pas, mais qui ont permis de rendre l'application plus intuitive. Le skeuomorphisme, c'est tout simplement faire en sorte que l'utilisateur, quand il regarde une agenda, ça ressemble à un agenda. Quand il regarde la bibliothèque des e-books, ça ressemble à une bibliothèque avec vraiment le bois, on voit les veines du bois dessinées par-dessus. Et ainsi de suite. L'appareil photo, ça ressemble à un appareil photo. Donc à l'utilisateur, face à cet ovni, parce qu'à l'époque, en 2007, c'était un ovni, ce machin-là. C'était quelque chose de jamais vu. On regarde cet ovni, on se dit, en fait, je sais m'en servir. J'ai déjà utilisé un appareil photo, je suis pas quand même idiot. Un agenda, c'est un agenda, quoi. J'ai l'agenda PAP, et là, c'est la même chose que mon agenda. Donc, du coup, on se dit, c'est simple, en fait. Donc, les fameuses peurs du changement qu'on invoque souvent quand on fait des produits informatiques archi nuls, parce que les gens ont peur du changement, donc on va leur faire une interface qui est toujours la même 30 ans après la première version. Ces peurs du changement, en fait, elles sont inexistantes lorsqu'on apporte une valeur ajoutée et que l'utilisateur a l'impression de ne rien avoir à prendre. Parce que là, on a l'impression que c'est hyper méga facile de s'en servir. Le design, parce que ça, c'était le dada du père Jobs, de étudier la moindre ligne graphique, de soigner la moindre couleur et le moindre arrondi pour que ce soit le plus beau possible. On a un produit qui est clairement centré sur les besoins et sur les usages. Ils n'ont pas inventé de techno. Ils se foutent de la techno chez Apple. Ils prennent ce qui marche, ce qui fonctionne sur le marché, que ce soit en termes d'hardware ou que ce soit en termes même de protocole ou autre. Ils n'ont rien inventé de particulier. Ils ont dit de quoi les gens ont besoin. Et c'est là où on change le point de vue du monde. On se met à la place de l'utilisateur, on répond à ses demandes, à ses attentes, à ses envies. Et en plus, par-dessus tout, on a un positionnement produit luxe qui fait qu'on a envie d'avoir un iPhone juste parce que c'est un iPhone, justement. Plus il est cher, plus on a envie de l'avoir au final. Ça, c'est du marketing pur et dur, mais ça a contribué à créer une image d'objet rêvé. Un objet qu'on veut posséder. Posséder. J'utilise vraiment ce terme en voulant insister sur cet aspect-là. Et à partir de là, toute l'informatique a changé. Moi, j'ai des clients dans des domaines qui sont tout sauf sexy, comme la défense, ou le nucléaire, etc., où il y a 10 ans, l'interface n'intéressait personne, et où maintenant, on passe des heures et des heures à fignoler les arrondis, les formes, le message graphique, la communication visuelle d'interface métier. Je ne vous parle même pas de web grand public, je vous parle de produits métiers. Il y a 10 ans, c'était inimaginable. Mais non, ces gens-là, ils ont ça dans la poche et ils se disent « Oui, mais pourquoi mon produit métier, il doit être moche ? Je veux que ça ressemble à ça. » Eh bien, ils ont raison. Donc, c'est une vraie révolution Apple. Moi, j'étais d'ailleurs, par ailleurs, moi, j'étais absolument pas fan des produits Apple au départ. J'aime pas la marque Apple, j'aime pas le positionnement stratégique d'Apple. Il y a plein de choses qui me plaisent pas chez Apple. Mais en tant qu'ergonome, c'est vrai qu'ils ont tapé hyper méga fort. Ils ont changé le marché de l'informatique, du web. Et ils ont vraiment fait prendre conscience de l'importance de la user experience à des tas de sociétés qui s'en fichaient jusqu'à ce moment-là. Donc, pour aller rapidement dans les détails de comment on fait ça, donc j'ai choisi de vous parler de quelques pistes qui permettent, quelques ingrédients qui permettent de créer une bonne user experience. Il y en aurait bien plus, mais on va essayer d'aller à quelques exemples concrets.
Donc, qu'est-ce qu'on attend d'un site web aujourd'hui? On attend plein de choses. On attend vraiment la totale. On veut la lune, en fait. On veut qu'il soit complet, beau, simple, utile, pertinent, facile. Enfin, bref. On veut quelque chose de relativement difficile à mettre en œuvre. Donc, on va essayer de voir quelques exemples sur comment arriver à atteindre tous ces objectifs. Donc, je vais vous parler rapidement de gamification, qui est une des grosses tendances du moment. Si le site ou le contenu est ludique, on va avoir plus envie de s'en servir. Donc, c'est un moyen d'accrocher l'utilisateur et de lui donner envie de continuer sur notre interface. Je vous parlerai rapidement de persuasion. La persuasion, ça tient dans la communication, la façon de s'exprimer vis-à-vis de l'utilisateur, la façon de le convaincre qu'il est au bon endroit, qu'il faut qu'il achète nos produits, qu'il faut qu'il reste sur notre site, qu'il s'abonne à nos services, etc. On va parler de design, évidemment, et pas de design tout court, encore mieux, de design émotionnel, de comment faire passer une émotion qui crée une relation entre l'homme et la machine, entre l'homme et l'interface. Et on va voir concrètement comment mettre en place, donc ça c'est la suite logique du talk de tout à l'heure sur les tests utilisateurs et l'ergonomie, comment justement arriver à créer une bonne interface par le biais d'une démarche centrée utilisateur. Donc qu'est-ce que la gamification? J'ai pris un exemple très très basique qui n'est volontairement pas lié à de l'informatique pour vous montrer que la gamification ça peut être n'importe quoi, n'importe où, sur n'importe quel contexte ou produit. Donc, si vous prenez n'importe quelle sortie de bouche de métro, il y a le lien YouTube pour consulter la vidéo dans son ensemble, mais ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est qu'on voit une bouche de métro américaine, mais ça aurait pu être à Paris, ou même ailleurs, où quasiment tout le monde prend l'escalator. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de prendre l'escalier, quoi. On n'a pas envie de se fatiguer. On pourrait mettre toutes les pancartes du monde en disant l'obésité, ça vous tue, il faut marcher, etc., etc., etc. Peut-être que ce genre de message très culpabilisant marcherait sur un petit pourcentage de la population, ça ne marchera jamais sur la totalité des gens. Et on le sait. Donc, ce qu'on voit dans la vidéo, c'est que pendant la nuit, des bonhommes arrivent et traficotent l'escalier. Et au matin, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde prend l'escalier. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont transformé en un piano. Du coup, en montant les escaliers, on produit des sons. Du coup, on voit les gens qui montent, qui descendent, qui font du step et qui s'amusent. Et qui font du sport, accessoirement, parce que le but, c'était de les faire bouger. Et ben voilà. Donc, on peut dire aux gens, bougez votre fesse à longueur de journée, ça marchera pas. On leur donne une bonne raison pour bouger leurs fesses, ils le font. Ça, c'est la gamification. Et ça peut marcher pour des escaliers, comme ça peut marcher pour des produits informatiques. Donc, ça sera à vous d'imaginer comment transformer ces principes de fun, d'immersion, de ludique, de plaisir, sur des interfaces limite pas fun, parce qu'on fait ça sur des produits justement métiers, qui sont tout sauf rigolos à utiliser à la base. Un petit exemple au niveau justement IHM. Donc ça, c'est un de nos clients, c'est une société qui s'appelle InnyLife, qui est une plateforme justement dans le domaine de la santé, qui est censée vous donner des conseils sur comment maigrir, comment faire attention à votre cholestérol, etc., etc., etc. Ça pourrait être hyper méga chiant. Et la plateforme, elle est gamifiée. Donc, pour faire passer le message, il y a une espèce de gros Facebook derrière, où on devient le coach de soi-même, mais également les coachs des autres. Donc, on est gratifié par les messages qu'on peut faire passer aux autres et le fait qu'il y a une reconnaissance sociale, parce que je suis l'expert du STEP, donc les gens viennent me poser des questions parce que c'est moi la référence. Donc, c'est gratifiant pour moi et c'est enrichissant pour les autres. Et on a tout un tas de récompenses qui sont là justement pour modifier les comportements des gens. Donc, ces notions d'immersion, de plaisir et de récompense, qu'est-ce qui nous permettent d'atteindre comme résultat? Nous permettent de faire passer un message, d'enseigner quelque chose, de former les gens. Donc, il y a tout un volet de la gamification et du serious game qui vise l'apprentissage à distance. Et puis, on peut arriver à modifier les perceptions, les opinions et, attention, les comportements. Et qui dit comportement, dit comportement d'achat et donc le volet shopping. Donc, je vous laisse imaginer jusqu'où vous pouvez aller avec vos clients en intégrant ce genre de dynamique. Un autre petit exemple, justement, qui n'a rien à voir avec l'achat, mais qui me paraît intéressant. Alors là, l'interface, elle est moche parce que justement, c'est un prototype. Donc, je reviendrai sur la démarche itérative et sur le fait qu'on peut faire des tests avec les gens bien avant que le design soit là, parce que le design, c'est la dernière chose qu'on fait. C'est pas du tout la première. Donc là, le design n'est pas fait. On a juste repris les couleurs du client, mais il n'y a aucune recherche graphique et artistique sur cette interface. C'est une application mobile, une fois de plus sur quelque chose qui pourrait être pas forcément très intéressant à scoltiner comme ça, de sensibilisation aux bonnes pratiques, aux bons comportements adoptés en cas de tremblement de terre. Donc là, la version que vous voyez là, elle est en français parce que les tests qu'on a fait, c'était à Sophia Antipolis. Mais c'est une application qui vise des marchés où
L'infrastructure et les aides de type pompier, etc. sont très peu développées, donc les gens doivent se débrouiller tout seuls. Donc s'il y a moyen de se auto-former et intégrer des bonnes pratiques sur ce qu'il faut faire si on y a une secousse, bah ça pourrait être une bonne idée. Mais si cette application c'est juste du e-learning, c'est chiant quoi. Personne n'a envie de se coltiner des vidéos qui vous disent qu'il faut se cacher sous une table, boire un verre d'eau, etc. Là, c'est ludique, c'est immersif. Il y a du challenge, il y a du stress parce qu'on met les gens en situation de stress dès le départ. Il y a un compteur qui défile. On a besoin d'avoir des performances les meilleures possibles. On a une notion de communauté, on peut partager les bonnes idées qu'on a eues, les comportements qui ont marché, on peut secourir les autres. Enfin bref, on se auto-entraide, on s'aide soi-même et on aide les autres par le biais de quelque chose qui se veut ludique, immersif et attractif. Donc imaginez jusqu'où on peut aller avec de la gamification. La persuasion, deuxième volet. La persuasion, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a un attrait à la façon de communiquer. Hein, c'est comment je véhicule mon message, comment j'explique mon concept, comment j'arrive à expliquer à mon interlocuteur sur le web que c'est mon site qui est le meilleur et que c'est mon produit qu'il doit acheter. Donc c'est une autre façon, tout comme la gamification, d'impacter les opinions et les comportements. On est bien d'accord. Et en 20 minutes, je ne rentrerai pas dans les détails, mais évidemment, il y a une frontière à ne pas franchir avec la manipulation, bien sûr. Parce que persuader, ça peut aller très loin, ça peut aller à faire croire quelque chose à quelqu'un qui n'est pas la réalité ou qui n'est pas quelque chose qui va lui apporter une valeur ajoutée. Donc on pourra en reparler séparément. Un petit exemple. Il y a plein de principes derrière la persuasion. J'en ai mis quelques-uns pour vous illustrer un petit peu le principe global. La réciprocité est une des bases de la persuasion. Si je veux obtenir, il faut que je donne. Et ben comment le faire? Mais par exemple ici, on a un exemple. Donc SurveyMonkey, c'est une plateforme de création de sondages en ligne. Il y a quelques années, ils communiquaient de façon très maladroite. C'est-à-dire, ils vous disaient la plateforme est gratuite. On commençait à créer des sondages et au bout d'un moment, on se rendait compte que oui, en fait, c'est gratuit, mais que les 10 premières questions. Et du coup, on se sent un petit peu arnaqué, quoi, parce que la promesse, elle n'est pas tenue. Et ben là, ils ont changé leur communication. Ils vous disent, c'est clairement, il y a des fonctionnalités de base qui sont gratuites et qui seront toujours gratuites. Si vous voulez aller plus loin, ça sera payant. Mais je vous donne. Je commence par vous donner et je vous dis clairement ce que je vous donne. Donc, je suis clair, je suis franc et je donne. Et quand on commence par donner, on finit par obtenir. Donc, on peut pas tout de suite dire, venez chez moi, c'est payant. Hein, surtout dans le web d'aujourd'hui, c'est pas du tout le principe qui passe. L'engagement. L'engagement est persuasif et surtout l'engagement pas à pas. Le fait de s'inscrire à une petite newsletter, ça peut paraître anodin, ça peut paraître rien du tout comme comportement. Pourtant, ça instaure déjà une relation. Et si vous trouvez le bon dosage pour pousser les gens un pas après l'autre à rentrer dans une relation avec vous, vous verrez que les gens ont du mal à en sortir. C'est difficile de faire marche arrière. Parce que le fait d'avoir cliqué sur ce OK, c'est déjà une façon de dire j'aime cette chose, j'aime cette émission, ou j'aime cette marque, j'aime ce produit. Même si c'est rien. Mais j'ai créé une relation. Et pire encore, ça marche encore plus fort, c'est encore plus puissant quand cet acte de dire j'aime ou je m'inscris ou je fais un petit clic est un acte public. Parce que si je like une page Facebook d'une marque ou d'un jeu, le cas échéant, ben mes amis vont le voir, les gens peuvent le savoir, et du coup je prends position publiquement pour la marque en question. Et ça c'est hyper puissant. C'est rien, c'est un clic, hein, c'est 0,2 millisecondes. Ça n'a pas coûté grand chose à la personne, mais dans sa tête, ça lance un process qui vous permettra d'aller plus loin derrière. Donc il faut trouver le premier petit pas à leur faire, et puis le deuxième pas un peu plus gros, et le troisième pas qui va les pousser à croire en vous et acheter vos produits et rester fidèles. On en parlait ce matin de fidélité. C'est quand même un petit peu le nerf de la guerre. Et un dernier exemple de persuasion. Un bon moyen de persuader, c'est de montrer que notre produit ou notre service est rare. Parce que ce qui est rare est cher. Et si c'est rare, c'est parce que ça vaut beaucoup. Parce qu'il y en a peu. Donc typiquement, là, on est en train de chercher un hôtel. Ben, on me dit, attention, il reste que 3 chambres dans cet hôtel-là. Si ça se trouve, c'est faux. On n'en sait rien. Ça peut être qu'un message marketing. Et si ça se trouve, c'est vraiment fait juste pour mettre en avant cet hôtel-là parce qu'il a payé plus cher que les autres pour monter en haut de la liste et être plus attractif. L'utilisateur, il en sait rien. Limite, il est même pas conscient de ça. L'utilisateur, il dit, ah ouais, il est en haut de la liste, il a plein d'étoiles, il reste que 3 chambres. Bon, allez, on y va. C'est vrai, je pourrais passer 1 heure à regarder les autres hôtels, mais pourquoi regarder ailleurs? Il reste que 3 chambres, il faut que je me dépêche, il est bien, j'y vais.
C'est les petites choses, hein, de rajouter un petit message comme ça. Franchement, ça bouffe pas de grand chose, surtout s'il y a pas de gestion derrière en termes de base de données pour les vraies disponibilités des chambres. Donc, voilà. Troisième volet, le design émotionnel. Donc, je vous ai dit, le design tout court, je pense que après l'arrivée de l'iPhone, on a compris que le design tout court, c'est fondamental. Donc, on peut pas sortir une interface qui est moche. Ça, tout le monde le sait. Et se trouver des bons graphistes, c'est pas le plus compliqué. Le design émotionnel, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire non seulement avoir quelque chose qui soit joli, qui soit dans les tendances graphiques du moment, le flat design, le cas échéant, parce qu'on est tous là-dedans, mais quelque chose qui permette de se démarquer et une fois de plus de créer une relation. Faut oublier que depuis ce matin, on parle d'humain dans un milieu qu'est l'informatique. Donc il faut protéger l'humain, il faut valoriser l'humain, il faut créer une relation avec l'humain. Parce qu'au final, c'est l'humain qui va acheter, c'est l'humain qui va parler de vous, c'est l'humain qui va être votre client. Donc faire en sorte de créer une relation avec l'humain, c'est le nerf de la guerre. Et le design peut contribuer à ça. Là, je vous ai mis la page de couverture d'un bouquin que je vous conseille de lire, qui est très très facile à lire, à la portée de tout le monde et qui est très intéressant, qui est Emotional Design. Le design vous permet de vous démarquer, de laisser une trace et de nouer cette fameuse relation avec l'utilisateur. Là, j'ai mis quelques exemples qui le montrent très clairement. Ça, c'est le site d'Interflora, donc qui est le gros acteur du e-commerce, de la vente de fleurs à distance. Ce que je trouve absolument magique sur ce site, c'est le call to action. Au lieu de dire j'achète, il y a marqué je l'offre. C'est je me mets, je suis la personne qui va cliquer sur le bouton. Donc il y a une relation très proche entre l'utilisateur et le bouton, et c'est je l'offre. On se voit déjà en train de cliquer dessus et offrir le bouquet de fleurs à sa femme ce soir en rentrant. On est dans l'amour, on est dans la relation, on est dans le cadeau, on est dans l'émotion. Et le tout avec un bouton, avec le bon wording. S'il y avait marqué cliquez ici ou acheter, ça n'aurait pas marché. Un autre exemple d'un site qui marche très bien, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, c'est Airbnb, et qui est un site qui est vraiment un exemple en termes d'interface. Il n'y a rien sur l'interface. Au lieu de dire on est les meilleurs, on est les plus beaux, on est le réseau numéro 1 au monde, il n'y a rien. En tout cas, au-dessus de la ligne de flottaison, il n'y a rien. Il y a des images dynamiques, parce que ça, c'est pas une photo, ce que vous voyez derrière, c'est une vidéo. Ça, c'est une des grosses tendances du web du moment. Donc, on voit le vent qui bouge les feuilles, on voit des gens sur la terrasse qui bougent, qui parlent. C'est très immersif. On a un message très accrocheur, bienvenue à la maison. Et on a juste un moteur de recherche pour que je cherche la maison où je veux aller. C'est aussi simple que ça. Donc concrètement, comment on va là-dedans ? Ça reprend un petit peu tous les schémas qui ont été montrés tout à l'heure, l'itération, la réflexion, le prototypage, nanana. C'est exactement ça, mais avec l'utilisateur au milieu. L'utilisateur au centre du dispositif. Donc l'utilisateur, il est en amont, parce qu'on ne conçoit pas un produit ou un service sans se demander quelle est l'utilité, quelle est la valeur ajoutée, qui est l'utilisateur, quelles sont ses caractéristiques, sa culture informatique, ses habitudes, ses attentes, la concurrence qu'il connaît. Si j'ai pas les réponses à ces questions, je serai forcément à côté de la plaque. L'utilisateur, il est là pendant la phase de prototypage itératif, où on commence en papier, et puis on va vers la maquette informatique, et puis on teste le design, etc., etc. Et l'utilisateur, il est là pendant le suivi. Parce que les choses, comme ça a été dit ce matin, évoluent. On met en ligne quelque chose qui est suffisamment bon pour être mis en ligne, et c'est pas fini. Ça va suivre derrière, ça va évoluer en fonction des bêta testing, des A/B testing qu'on peut faire, et en fonction des demandes qu'on reçoit. Donc on va voir concrètement comment on fait ça très rapidement. Car comme vous l'avez vu, il y a plein de nouvelles opportunités, hein, parce que toutes les armes que je vous ai citées, gamification, persuasion, etc., c'est des façons d'aller plus loin dans votre business. Donc c'est de nouvelles opportunités avec un public qui est là, qui est demandeur de services numériques, mais un public qui est là aussi en étant de plus en plus exigeant, de plus en plus difficile à convaincre. Donc comment arriver à faire un produit relativement abordable en termes de coût de développement et qui soit réellement centré utilisateur. Donc j'ai mis un petit exemple de chiffrage, parce que même si je suis psychologue à la base, hein, parce que les ergonomes et cogniticiens sont à la base des psychologues ou des gens diplômés en sciences cognitives. Il n'y a pas un autre terme en français pour ça. Moi j'aime bien les chiffres, donc j'aime bien mesurer ce que je raconte. Donc là il y a un exemple sur une application métier. Il y a un coût d'intervention ergonomique. Il y a un coût d'intervention sur le code, parce que les gars ont fait des conneries, donc il faut les corriger. Qu'est-ce que ça apporte de dépenser 22 000 € là-dessus ? Parce que c'est quand même 22 000 € quoi.
Qu'est-ce que ça m'apporte de dépenser 22 000 euros? Ça m'apporte que mes employés, parce que là on est sur du business, après dans du e-commerce, ça sera sur d'autres mesures qu'on va intervenir, mais ça va apporter à mes employés un gain de temps sur leur tâche de travail. Et ce gain de temps, quand on le multiplie par le coût d'un salarié, charge patronale comprise, ça a une valeur financière. Donc ce temps-là, le salarié peut le passer à se reposer, donc à être plus content dans son travail et faire moins de burn-out, ou il peut le passer à faire d'autres missions. Parce que au lieu de lui donner 15 tâches par jour, je pourrais lui donner 16 tâches par jour, parce qu'il a le temps pour les faire. À vous de voir en tant qu'entrepreneur comment investir ce temps, mais ça n'empêche que ce temps est de l'argent. Et que dans cette intervention-là, rien que sur l'année N où on a dépensé 22 000 euros, on est gagnant. Je ne vous parle pas des années suivantes, évidemment. Et justement, pour faire la transition avec le talk de Jean-Pierre, il faut impliquer les utilisateurs et les impliquer dès le début. Donc ce que vous voyez ici, c'est une maquette faite en live avec des gens. On leur dit le produit ou le service qu'on veut créer et on travaille avec eux pour le faire. On leur donne des outils, limite papier. Il n'y a pas besoin de chercher très loin. Il suffit d'un peu de bon sens et quelques bonnes idées. Donc des petits bouts de papier, ça peut servir à travailler avec des gens et concevoir l'interface qui leur convient. Après, bien sûr, ça ne voudra pas dire que ce design-là et cet agencement-là, ça sera le bon. Mais on voit des trucs. Si tout le monde vous met en avant telle ou telle fonctionnalité, ça veut dire qu'elle est importante. Donc il faudra la valoriser dans l'interface. Donc après, il faut un modérateur pour traiter tout ça, mais c'est quand même possible de commencer très tôt. Et puis, au fur et à mesure, d'aller vers des tests sur des maquettes interactives, des maquettes statiques au début, des maquettes interactives et la version bêta avant lancement. Donc on va terminer, parce que je crois que mon temps est plus ou moins écoulé, sur quelques exemples. Un mauvais et un bon, pour la parité. Un mauvais, c'est celui-ci. Alors, Météo France, jusqu'à 2013, avait une application mobile qui avait cette gueule. C'est plutôt incroyable, mais c'était le cas. Ils sont leaders, ils s'en foutent du design. De toute façon, c'est l'application référence, c'est eux qui ont la donnée source. Donc, ils ont gardé ça entre 2009 et 2013. Bon, c'est pas folichon, effectivement, en termes de design, mais bon, ça marche. On a la météo et ça fonctionne. Donc, personne ne se plaignait, en fait, de cette application. Et bien, un beau jour, ils ont dit, on a du budget, on va refaire l'application et on va la faire plus jolie. Donc, effectivement, même le logo a été refait pour être dans le flat design. Effectivement, le graphiste, c'est un bon. Il n'y a rien à dire. Côté design, c'est mieux, c'est plus moderne, c'est plus joli, c'est flat, c'est tendance. Le problème, et je ne rentrerai pas dans les détails, mais croyez-moi, le problème, c'est qu'elle était inutilisable. Et pour une application qui est juste censée vous donner la météo, c'est quand même ballot. C'est pas une centrale nucléaire, c'est juste la météo du jour. Pourtant, on a du scroll horizontal et du scroll vertical. On ne sait pas lequel nous donne l'heure et lequel nous donne le jour. On avait un truc là qui avait l'air d'être le bouton actif. Donc l'écran actif, pas du tout. C'était pas du tout l'écran actif. C'était un bouton flip-flop qui vous donnait d'autres informations. L'écran actif n'étant nulle part dans l'arborescence. Bref, des conneries de base de user experience. Juste pas possible. Juste inadmissible. Et la sanction est tombée tout de suite. Ça, c'est les notes du 27 novembre 2013. Donc une semaine après la mise en ligne. La mise en téléchargement. L'appli était bien avant. Maintenant, elle est plus jolie mais nulle. Depuis la nouvelle version, je trouve la navigation plus du tout intuitive. Tout est beaucoup plus compliqué, pas du tout visuel. Je n'utilise plus du tout cette appli. Je vais la désinstaller dès ce commentaire terminé. Mort de rire. Franchement, l'idiot qui a pondu cette actualisation de l'ergonomie devrait être licencié sur le champ. Et il y en avait 725, tous à peu près pareils. Donc, non seulement les gens râlent, parce qu'à la base, les gens aujourd'hui râlent, mais les gens font très clairement la distinction entre le design et l'ergonomie. Certes, c'est plus joli, mais si c'est inutilisable, on va la désinstaller. Et ça a été rattrapé en 15 jours. Ils ont sorti évidemment une autre version, donc ça a dû leur coûter la peau des... Voilà. Il a fallu faire quelque chose. Et c'est dommage, parce qu'une boîte de cette taille-là, elle avait sûrement le budget et le temps, parce qu'ils n'étaient pas pressés, pour faire les choses autrement. L'utilisateur n'était pas dans la boucle. Il aurait suffi de la tester 5 minutes pour voir qu'il y avait un problème. 5 minutes. Passons au success story pour terminer sur des points positifs, pour se quitter sur des points positifs. Alors ça, c'est un site web d'une boîte basée dans le sud, donc 13, 83 et 06, spécialisée dans le VFA, dans la vente en état de futur achèvement. Donc ils commercialisent les logements neufs, tout promoteur confondu. Donc si vous allez sur ce site-là, vous allez gagner du temps par rapport à aller chez Kaufman & Broad, Nexity, etc. parce qu'ils ont les prix directs aux promoteurs et vous avez un moteur de recherche qui vous remonte tout ce qu'il vous faut là où il vous faut. Ok, cool, l'idée elle est séduisante, le business il est là, l'utilité en théorie elle est bonne. Maintenant on a un site qui est pas très beau,
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne le trouve pas spécialement joli. Il n'est pas trop tendance, on va dire, et qui n'est pas adapté à l'utilisateur. Tout ce qu'on a en avant, c'est un moteur de recherche qui ne donne pas envie. Il y a 36 000 champs, avec du texte, des cases à cocher, les photos des produits sont minuscules. Bref, on est dans la réflexion et on n'est pas dans l'émotion. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la démarche centrée utilisateur. Donc, on a commencé à se dire, qui est l'utilisateur de ce site? Qui va venir sur ce site et pourquoi elle va venir? Avec quel équipement va venir? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, c'est des personas, donc c'est des personnages types qui ont des compétences spécifiques, qui ont des besoins. Il y en a qui veulent acheter pour habiter tout de suite, il y en a qui veulent acheter pour investir. Anthony, c'est un investisseur. Il y en a qui sont des retraités qui comprennent rien, il faut les guider pas à pas, d'autres qui sont plutôt geeks. Donc le fait de modéliser tout ça, ça permet d'anticiper toutes les compétences, les besoins, les attentes et du coup les spécificités que l'interface va devoir proposer pour être adaptée à tous ses clients. On a reconçu l'architecture de l'information qui était un bazar sans nom. Ça partait dans tous les sens. Donc, il a fallu tout remettre à plat pour répondre aux questions des personas. Donc, si je suis Anthony, est-ce que j'ai clairement des avantages des programmes neufs pour un investisseur? Si je suis, je ne sais pas qui d'autre, qui doit acheter pour vivre, est-ce que j'ai les informations qui vont me convaincre que ce site va m'aider? Donc, l'architecture des contenus, elle est elle aussi centrée utilisateur. On a fait du maquettage itératif, bien sûr. C'est-à-dire, on est arrivé petit à petit à concevoir une interface qui réponde aux besoins des utilisateurs finaux en termes de fonctionnalité, en termes de contenu, en termes de toutes les spécificités pour rechercher le bien de nos rêves. Et on est arrivé à avoir un produit qui a un design moderne et qui répond aux besoins. Et si je vous le mets en grand, là, vous voyez bien, là c'est la version totale avec le scroll. Là, c'est que ce qu'il y a au-dessus de la ligne de flottaison. Je pense que par rapport à ce qu'il y avait en ligne il y a encore quelques mois, il n'y a pas photo. Et comme par hasard, ça ne vous rappelle rien? C'est Airbnb. Parce que le cas échéant, ça collait vraiment aux besoins. Parce qu'on a tellement de variabilité dans les recherches, dans les demandes, que cette métaphore-là de la grande image de fond et du moteur de recherche bien au milieu, avec un élément de réassurance très clairement identifiable, numéro 1 de la VFA, pourquoi aller chercher autre chose? Tout le reste des contenus et des infos sont quand même en bas, on a quand même mis des choses, mais j'arrive là-dessus et même inconsciemment, je suis dans un environnement qui me parle, parce que c'est simple, c'est clean, c'est moderne, et quelque part, ça va me rappeler quelque chose que j'ai déjà vu par ailleurs. Donc on est dans la simplicité, on est dans l'intuitivité, on est dans quelque chose qui ne peut que faire plaisir à l'utilisateur. Donc je vous passe les chiffres, mais je peux vous les donner par ailleurs. On a augmenté, on a fait baisser de à peu près 30% les taux de rebound, qui était assez important, et on est passé de 600 à 850 leads par mois, parce qu'évidemment, on a envie de chercher, et on a envie de contacter, parce qu'on fait confiance, parce que là, ça donne envie, on pense qu'on est vraiment au bon endroit. On n'a aucun doute, parce que c'est moderne, c'est clair, c'est clean, et c'est à prix direct promoteur, donc pourquoi aller chercher ailleurs? Donc on est évidemment, moi je vous dis, j'aime bien les chiffres, donc j'aime bien monitorer des indicateurs avant le travail et après le travail pour voir si on va dans la bonne direction. Là, effectivement, il y a un investissement côté ergonomie et design qui est conséquent, mais les chiffres sont là pour amortir cet investissement. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Je pense que si là vous n'êtes pas convaincu de l'utilité de l'ergonomie, vous ne le serez jamais. C'est clair. Merci tout d'abord. Bonjour. Juste une petite question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que au niveau de la persuasion, il fallait persuader sans manipuler. Et pourtant, il me semble que vous avez donné un exemple qui est un tout petit peu spécial. Quand vous avez parlé de la centrale, vous montrez le slide avec la centrale de réservation où on voyait qu'il n'y avait que 3 chambres disponibles et que c'était peut-être pas le reflet de la réalité. Est-ce que c'est pas quelque part un peu manipulé Absolument. Alors, un très bon bouquin sur la persuasion, le titre d'origine, qui n'est pas le titre qu'il a pris en français, mais ça serait les armes de la persuasion. Donc la persuasion est une arme. On peut s'en servir à bon escient ou à mauvais escient. Le gars qui a compris comment fonctionnait la fusion nucléaire, il ne voulait pas faire une bombe atomique. Il a compris un principe de physique et de chimie. Point. C'est à vous de décider jusqu'où être honnête et jusqu'où forcer un peu la main. Ces armes-là, elles existent, elles fonctionnent, elles sont puissantes. Elles peuvent aussi se retourner contre vous si vous les utilisez à mauvais escient, justement.
Parce que si la personne se rend compte que vous lui avez menti, là, toute la magie, elle est cassée et elle est cassée durablement. Donc, à vous de voir jusqu'où on peut peut-être pas mentir, mais cacher une partie de la vérité. Ou exagérer légèrement des choses. Hein, numéro 1 de machin bidule, tout le monde est numéro 1 de ce qu'on veut. Donc, il y a toujours moyen de... Après, on peut être très, justement, manipulateur, parce que la frontière entre la persuasion positive et la manipulation, c'est juste l'intérêt que la cible de la communication a vis-à-vis du message. Si c'est un message qui est utile et pertinent pour lui, c'est une persuasion juste et positive. Quand on dit à nos enfants t'auras un bonbon si tu manges tes légumes, c'est une façon de les persuader et de les pousser à changer une attitude, un comportement, mais c'est bénéfique pour eux, pas bénéfique pour nous. Donc la frontière, elle est là. Si je dis quelque chose, je pousse quelqu'un à penser quelque chose qui n'est bénéfique que pour moi-même, effectivement, je suis un peu manipulateur et je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas forcément très éthique. Mais une fois de plus, ça sera à vous de juger, au cas par cas, est-ce que l'utilisateur il a un réel gain? Est-ce qu'il va tirer un bénéfice de ce que je lui explique, peu importe comment je lui explique, ou est-ce que c'est moi le seul gagnant de l'histoire? Parce que j'arrive à écouler mes chambres que personne ne veut. Oui, c'est l'éternel débat sur les affres de la communication et de la publicité. Absolument, absolument, absolument. D'autres questions? Après. Merci. J'ai deux petites questions. La première, c'est il y a souvent une confusion entre le UX design, l'UX, et l'UI, user interface. Donc, je voulais juste qu'on me dise, selon vous, quelle est la différence entre les deux. Et deuxième petite question, je suis très content d'entendre parler de design émotionnel et la notion de plaisir aussi. Il y a quelques aspects aussi qui sont liés à l'économie comportementale. Mais si on s'en réfère un peu à quelques livres, quelques écrits, notamment de Donald Norman sur le design émotionnel, si on suit ces recommandations, on obtient des sites très utilisables, mais qui sont très moches. Et souvent, c'est ça le problème. Donc, ma question, c'est peut-on cohabiter, je dirais, quelque part, la notion de plaisir et d'utilisabilité? La réponse, certes, est oui, mais selon vous, quel est l'ingrédient magique est indispensable? Non, lui dit, il faut faire monter l'utilisabilité. Oui, c'est des questions complexes. Hein. L'aspect simple, c'est la différence entre UX et UI. Pour moi, là, il n'y a aucun problème. UX, it's user experience. L'interaction avec tout son volet émotionnel, affectif, ce qui se passe avant de voir l'interface, ce qui se passe après avoir vu l'interface, les souvenirs, c'est quelque chose qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec l'interface elle-même. UI is user interface. Donc, il peut y avoir des gens parfaitement capables de faire de l'interface en machine et qui n'ont pas forcément attrait à l'expérience utilisateur et vice-versa. Des gens qui sont très forts dans le recueil de ce qu'on appelle la user research, le recueil de données côté utilisateur, les besoins, les attentes, les compétences, machin, et qui sont incapables de traduire ça en une interface. Donc, c'est deux choses qui vont ensemble, mais c'est deux volets assez séparés de la chose. Là, la grosse confusion qu'il y a au jour d'aujourd'hui, c'est quand on dit « je suis un UX designer », c'est que les gens pensent designer. Donc, on fait du design. Et non, ça, design, c'est au sens anglais du terme. C'est to create, créer une expérience. On crée de l'UX, on ne crée pas du design graphique. Donc, la vraie confusion au niveau métier, elle est là. Elle n'est pas entre l'UX et l'UI, elle est entre le design et la conception d'expérience utilisateur, qui n'est pas forcément liée au design. Après, le design, il est lié. Mais dans le design, il y a des notions hyper subjectives. Vous me dites, c'est moche. Il n'y a rien qui est moche de façon objective. Si, peut-être parfois, oui. Non, je rigole. Tout est subjectif. Même les interfaces Apple, il y aura sûrement un petit pourcentage de gens qui vont vous dire, c'est moche. Parce que j'aime pas les arrondis, parce que j'aime pas ces couleurs, parce que je préfère le vert, parce que j'ai horreur du rose. Le design est parfaitement, et surtout dès que vous ouvrez un peu les yeux à l'étranger, il n'y a rien qui est universel. Hein. Les couleurs, je peux vous dire, mettez les mains là-dedans, vous n'en sortez plus. Hein. Il n'y a aucune couleur qui est interprétée de la même façon dans deux pays. Je suis italienne, je suis bien placée pour vous le dire, l'Italie est à côté. Les couleurs ne sont pas interprétées de la même façon qu'en France. Donc la beauté d'une interface, c'est quelque chose de très subjectif à voir. Dans notre métier, dans ma vision des choses à moi, ce qui prime avant tout, c'est le côté fonctionnel. C'est pour ça que les maquettes, le design, on le fait à la fin. D'abord, il faut que fonctionnellement parlant, l'architecture des contenus soit claire, compréhensible, le wording soit bon, le message soit clair, le moteur de recherche, si c'est basé sur du moteur de recherche, facile à utiliser au bon endroit, etc., etc. Après, bien sûr, il faut aussi que ce soit beau.
Parce que la désirabilité est un des 4 ingrédients. Donc, on ne peut pas privilégier un ingrédient plutôt que l'autre. On pouvait le faire encore il y a quelques années. Au jour d'aujourd'hui, il faut que ce soit utile, utilisable, accessible et beau. Kevin ? J'avais une dernière question. En fait, on rencontre souvent des clients à qui on arrive plus ou moins à vendre l'UI en tant que design de process en fait. Mais par contre, je me rends compte qu'ils sont qu'ils arrivent vraiment à bien comprendre tout l'aspect qui est en amont, c'est-à-dire dire voilà, on va réfléchir au positionnement des blocs, on va faire des mock-ups un peu travaillés, etc., avant de passer à la phase design. Par contre, là où on a beaucoup plus de mal à les convaincre, c'est quand on parle de ce qu'il y a après. Quand on parle de l'A/B testing, quand on parle de du retour d'expérience et comment est-ce qu'on va modifier l'expérience justement le design de l'expérience qu'on a créé en fonction de ça. Et donc, je me disais, est-ce que vous avez un endroit, je sais pas, des chiffres, des stats? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de leur mettre des chiffres sous le nez pour dire, vous voyez ce que ça peut apporter l'A/B testing ou quoi que ce soit que vous auriez? Ça, sur Internet, surtout si on cherche des ressources anglophones, il y a plein, les Américains se font plaisir de publier des stats. Des chiffres, le problème que j'en compte avec ça, c'est oui, mais ça, c'est les ricains. Non, mais c'est vrai, on me l'a sorti plein de fois. Ça s'applique pas à notre marché, $, par euro, et ça ira bien. Je veux dire, des articles comme le bouton à 300 millions de dollars, on pourrait l'appeler le bouton à 300 millions d'euros. Parce que c'est juste une question de position d'un bouton et de couleur d'un bouton. Ça serait parfaitement transposable sur des sites francophones, je pense. Donc, il faut trouver les bons exemples. C'est pas tant une question de francophonie ou anglophonie, c'est une question de marché. Et ils se disent, voilà, c'est des choses qui sont... Enfin, ils n'ont pas la sensation d'être assez gros pour devoir aller jusque-là, en fait. Par exemple, l'A/B testing, pour eux, des fois, ça sert à rien parce que, voilà... Mais c'est pas une question de taille, justement, c'est une question de combien d'argent on a pour survivre si on le fait pas. Parce qu'au bout d'un moment, l'A/B testing, je pense que ça a été dit ce matin, on en a besoin pour affiner, pour fignoler, parce qu'on peut pas faire parfait du premier coup, parce qu'il y a tellement de variabilité, tellement de variables, tellement de différences d'un utilisateur à l'autre, que pondre un truc nickel chrome dès le départ, soit c'est juste impossible, soit si on a un méga coup de bol, ça va quand même nous coûter beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, c'est ce que disait le gars tout à l'heure. À un moment donné, il faut sortir un produit qui est juste potable et puis incrémenter derrière, parce qu'en plus, on sera financé par les ventes et les feedbacks qu'on a du terrain. Donc, c'est une stratégie qui, aujourd'hui, est fondamentale. On le voit très bien sur les jeux, typiquement. Le marché du jeu, on s'appelle pas ludotique par hasard. Mais il faut pas que je rentre trop là-dedans parce que sinon, j'en sors plus. Mais le jeu, justement, il y a 10 ou 15 ans, le jeu, c'est on bosse X temps et puis on sort un produit, il est sur le marché, c'est terminé. Aujourd'hui, on sort un machin qui tourne à peu près et on va affiner le gameplay, on va faire le calibrage en live avec les gens, quoi. Donc, en fait, on finalise le jeu grâce aux joueurs. Donc, il faut les voir comme une ressource, en fait, les utilisateurs. Ils vont bosser pour vous. Ils vont vous fournir les données pour permettre d'améliorer un produit, d'avoir un bon produit et vous les payez même pas. Donc, c'est génial. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ça tombe très bien parce que ça me permet de vous faire astucieusement patienter parce que le traiteur est en retard. Bonjour, moi j'avais 2 exemples de sites que je trouve pas du tout désirables et qui fonctionnent énormément. C'est Cdiscount et Amazon. Et du coup, typiquement, le design, ils en ont un peu rien à carrer, quoi. Ouais. Et ils ont beaucoup plus travaillé leur service. Amazon, c'est le service client et vendre des produits en stock, de manière hyper rapide. Et Cdiscount, ils jouent sur le prix. Donc, ce que j'ai trouvé, moi, en travaillant, ça fait 8 ans que je travaille dans le web et j'ai rencontré pas mal de personnes. Et souvent, ils se focalisent sur le design et ils oublient de travailler leur offre et leur service. Et du coup, voilà, il y a des contre-exemples qui disent que le design, ça sert pas à grand-chose. Typiquement, Amazon, ils s'encarbent leur design, quoi. Oui, je suis parfaitement d'accord, c'est des exemples très bien choisis. Une fois de plus, j'ai pas dit que le design est le centre. J'ai dit qu'il y a 4 dimensions dans la user experience. Donc si effectivement on pêche sur la dimension utilité, parce que j'ai absolument pas besoin de ce site, j'ai moins cher ailleurs, ça marchera pas. Donc il faut que ce soit beau, mais qu'il soit aussi utile, pertinent, adéquat. Je pense Amazon, ils sont tellement leaders que je pense que ils veulent même pas changer d'image globale parce que les gens ont leur site imprimé en tête. Donc le jour où ils vont le faire, je pense qu'ils vont vraiment changer de A à Z. Mais pour l'instant, ça leur convient comme ça. Et ils ont une position de leadership qui leur permet de ne pas changer. Cdiscount, pour avoir beaucoup discuté, pas forcément avec eux, mais avec leur concurrence frontale, c'est voulu. C'est-à-dire, ils veulent faire site mal foutu.
Ou voilà, ça fait un peu le bon coin, je vais chiner, donc il faut que je me démerde, je dois me mériter mon produit parce que j'ai tellement galéré pour le trouver qu'une fois que je l'ai trouvé, yes, je suis content, je le prends parce que jamais je retrouverai la même page par la suite. Donc c'est presque voulu de faire. Il y a un côté sombre dans l'UX, hein, justement, on peut pas rentrer dans les détails, mais il y a un côté sombre où on emmerde exprès les gens pour les pousser, voilà. Donc on peut. C'est un choix. Quand on est leader sur son marché, on peut peut-être faire ce choix. Je trouve que ces discounts, qu'ils gardent leur charte un peu fouillis, moi j'aime pas, mais pourquoi pas, ça marche. Donc qui je suis pour leur dire de changer. Mais il y a des petits détails qu'ils auraient pu améliorer, qui à mon avis pourraient apporter vraiment de la valeur ajoutée. Ils en ont déjà changé un petit peu suite à la refonte soi-disant ergonomique d'il y a quelques années, qui était une vraie catastrophe. J'ai une question du coup, parce que là je trouve ça formidable ce que vous faites. C'est un peu la grosse artillerie. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on débute par exemple? Quand on a justement cette volonté du X vraiment de faire quelque chose de bien, d'agréable. Voilà, ça c'est marrant, vous dites la grosse artillerie. Je vous ai pas dit qu'on bosse que pour du CAC 40. Hein. Non. Non, mais quand vous présentez ce que vous faites, c'est beaucoup de choses et beaucoup de travail justement. C'est ça le but, parce que vous le présentez pour deux grosses entreprises, mais quelqu'un qui débute, qui a peut-être pas forcément le budget. C'était plus ça ma question. C'est pas une question de budget. Tout entrepreneur va vous dire c'est pas une question de budget, c'est une question de retour sur investissement. Si les chiffres en retour sont là, on s'en fiche qu'on doit dépenser des sous. On les demandera à la banque, on les demandera à des investisseurs, on s'en fiche. Si c'est vital, c'est vital. Et justement, ça je l'ai pas dit, je vous ai pas raconté en détail qui est Ludotique. Allez voir notre site, vous le verrez plus par vous-même. Effectivement, on bosse pour des grands comptes, dans des domaines critiques, la défense, nanana, mais on accompagne énormément de startups. Hein. On accompagne des startups, on en a eu plusieurs. Quand il commence à signer avec nous, c'est le mec sur ses fonds propres sortis de sa poche qui signe, parce que la boîte n'existe même pas encore, il n'a pas encore fait sa levée de fonds, il n'a pas un rond le mec. Il a investi tout ce qu'il a sur l'UX et l'UI, parce qu'il sait que c'est le nerf de la guerre. Donc c'est quand on sait que c'est vital, parce que c'est là-dessus qu'on va être jugé, et inversement, je pense que la démarche, elle fait tout son sens quand on fait des choses à petits moyens. Parce qu'un test utilisateur, ça effectivement, je suis pas rentré dans les détails, mais on peut faire du test utilisateur avec 50 personnes, du eye tracking. Je vous ai pas parlé du eye tracking, mais j'ai fait mon doctorat sur du pistage du mouvement des yeux, donc on peut faire des choses ultra pointues pour comprendre en temps réel les processus cognitifs de l'utilisateur et sa recherche spatiale d'informations. Ça coûte une blinde, évidemment. Mais on peut faire aussi le petit test, les tests qu'on a fait pour VFA Immobilier, c'est des tests avec 3-4 personnes à chaque fois, c'est des itérations rapides, ça passe pas, ok, on bouge ce bouton. Ça coûte pas cher. Ça coûte vraiment pas cher. Donc, ça dépend les budgets qui sont mis en face, mais la méthodologie, elle est beaucoup basée sur des bonnes idées, du bon sens. On peut faire des choses bien à des budgets tout à fait raisonnables. Justement, je ne veux pas que ce soit à l'apanage des Orange, des Gemalto et des machins. Non, c'est pas comme ça que ça doit marcher. C'est pour tout le monde. Ça doit être pour tout le monde. Merci. On peut prendre une dernière question. Oui, vous avez pas du tout parlé de comment vous choisissez votre couleur, comment les designers proprement dit, le charte graphique, tout ça, parce que ça dépend des souhaits, des envies du client, parce que forcément, on est bien obligé aussi de coller à ce que lui il voit comme image et comme communication visuelle de sa marque ou de son site ou de son appli, ça c'est clair. Et après, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on valide avec les utilisateurs. Donc, je me souviens par exemple d'un cas de figure d'une application pour des comptables, la charte graphique était marron. Alors franchement, quand on a vu ça, on s'est dit waouh, la première chose qu'on va changer, c'est la charte graphique parce que c'est à vomir. Et ça plaisait énormément aux gens. Je sais pas comment ils sont câblés les comptables, mais apparemment le marron ça leur plaît. Donc si ça plaît, et c'était consensuel, je crois qu'on en a eu une quinzaine de testeurs, il y en a eu un seul sur 15 qui a dit ouais, le marron franchement, c'est pas folichon. Ouais. Franchement, on est tombé par terre. Hein. Mais justement, c'est ça l'intérêt. On n'a pas la science infuse, même en tant qu'ergonome, on n'a pas la science infuse. En plus, on est forcément biaisé par nos envies, nos préférences personnelles. Je ne suis pas comptable, j'ai pas 55 balais. Moi, le marron, ça me plaît pas. Mais si les comptables, ça leur plaît, c'est pour eux qu'on fait l'appli. Hein. Ce qui m'étonne, c'est que vous parlez de tout. Moi, pour un graphique technique, j'avais regardé les couleurs de mode le printemps prochain, par exemple. Et la mode pour qui?
Non, moi, je m'en fous, je m'en fous. Je suis comptable, juste la mode, c'est pas mon problème. Je m'en fous, mais non, mais c'est juste que choisir la couleur, quand même, c'est pas évident de savoir Non, c'est pas évident. que les gens vont aimer l'année prochaine, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour l'année prochaine. Donc, vous voyez, c'est pas les designers. Il y a quand même des designers aussi qui interviennent dans les sites. Donc, bon. Complètement, mais justement, enfin, les tendances, on les étudie. Bien sûr, il y a des sites qui vous donnent les tendances graphiques de l'année à venir. Ça, on les regarde, on les suit. Le flat design, moi, personnellement, je suis pas hyper fan, mais bon, c'est la tendance du moment, donc on s'y met, enfin, comme tout le monde. Mais après, voilà, pour moi, enfin, on reste quand même des ergonomes. On n'est pas une boîte de design. Donc, ce qui compte, c'est la vie des utilisateurs finaux. Donc,